Chère étudiante. Donc aujourd'hui, on va démarrer, comme on avait dit précédemment, les explications du TD numéro 1 de votre cours de calcul numérique. Donc on avait déjà vu les explications du contenu du cours et aujourd'hui donc on va voir quelques explications enregistrées donc des exercices du TD numéro 1. Donc je rappelle que le chapitre 1 concernait les arithmétiques des calculateurs. Alors, puisqu'on avait déjà fait les explications du contenu du cours, donc là, on va attaquer directement euh, les exercices du TD. Donc voilà, voici les exercices du TD. Donc dans l'exercice, on nous demande voilà, quelques explications voilà, sur les chiffres significatifs. En exercice 2, on nous donne les représentations en notation flottante. En exercice 3, là, on revoit ici ce qu'on appelle la notion de cancellation d'absorption, donc qu'on avait déjà expliqué dans le contenu du cours. En exercice 4, donc dans l'exercice 4, ici on a la résolution d'équations. Donc maintenant, en notation flottante, donc dans une arithmétique à 5 chiffres significatifs. Donc là, on va le résoudre à 5 chiffres significatifs. Dans l'exercice 5, les techniques de calcul de somme. Donc comment on calcule les sommes. Donc pour faire moins d'erreurs. Parce que l'idée, je rappelle qu'on avait déjà vu dans les explications du cours. Donc l'idée, c'est de faire les représentations en notation flottante, mais toujours en minimisant les erreurs. Et l'exercice 6 et 7 sont des résolutions de systèmes d'équations. Alors, dans l'exercice 1, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Là, on demande de donner le nombre de chiffres significatifs pour chacun des nombres suivants. Alors, on avait déjà la définition de nombre significatif, hein, donc on avait vu que si le nombre est non nul, donc il est toujours significatif. Donc, un nombre non nul est toujours significatif. Donc, ici, l'exercice concerne donc à vérifier le cas 0, le cas où le nombre est 0 dans un chiffre, le cas où un chiffre donne 0. Alors, si c'est 0, donc 0, on avait dit que c'est significatif si et seulement si il est encadré par deux chiffres significatifs. Ou bien 0 n'est pas significatif s'il est placé à gauche. C'est-à-dire à gauche de ce nombre-là, on a la valeur 0. On a la valeur 0. Dans ce cas, la valeur 0 n'est pas un nombre significatif. Et donc, pour chaque nombre ici, A, B, C, D jusqu'à O, on va regarder quelles sont les valeurs significatives, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais juste vous donner pour quelques, ensuite je vous laisse chercher pour les autres. Alors, dans l'exercice 1, donc, on a quoi? Alors, dans l'exercice 1, donc, ici, il y a, donc, je rappelle juste c'est quoi un nombre significatif. Donc, dans un nombre décimal, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Alors, les zéros sont significatifs uniquement s'ils sont situés à droite d'un autre chiffre. La position de la virgule du nombre n'influe pas sur les chiffres significatifs. Donc, tous les zéros qui sont à droite sont comptés comme étant des nombres significatifs. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la définition simplifiée qui a été donnée dans le cours. Alors, donc, dans les exemples qu'on a donc dans l'exercice 1, on a d'abord ici la valeur de A. Alors, A, on a 7,777, ensuite 3 zéros. Alors ici, si on regarde bien, pour les premiers ici, donc j'ai changé un peu de couleur. Alors, pour ces premières valeurs, donc pour ces premiers chiffres-là non nuls, donc ces 4-là sont tous significatifs, 7, 7, 7, 7, n'est-ce pas? Et les 3 qui sont là, donc le dernier 0 est placé à droite, donc il est significatif. Et les deux 0 qui sont là sont donc encadrés par des nombres significatifs. Donc sont encadrés ici par des nombres significatifs. Donc les deux 0 qui sont là sont significatifs. Ainsi donc, ici toutes les valeurs sont significatives. Et donc on a, tous les nombres sont significatifs. Et donc ici on a 7 chiffres significatifs. Alors pour B, qu'est-ce qu'on a? Ici, les deux là sont significatifs. N'est-ce pas? Ces deux chiffres sont significatifs parce qu'ils sont non nuls. Et les zéros qui sont là sont tous à gauche. Donc, les zéros sont significatifs uniquement s'ils sont à droite d'un nombre, d'un chiffre significatif. Alors ici, les zéros sont à gauche. Donc ici, ils ne sont pas significatifs. Et du coup, donc ici, on n'a que deux chiffres significatifs. Pareil pour là. Là, les valeurs qui sont, les chiffres qui sont au début sont significatifs. Le chiffre 2 qui est derrière, il est significatif. Et le 0 qui est là est encadré par deux valeurs significatives. Et donc ici, toutes les valeurs sont significatives. Le A et le D, c'est la même chose ici. Ici, toutes les valeurs sont significatives. Et là, qu'est-ce qui est significatif? Ce sont juste les valeurs qui sont là. Donc ici, c'est un point, hein, ce n'est pas deux points. Ici, c'est un point.
Donc ici, que ce sont que les valeurs qui sont derrière qui sont significatives parce que les zéros qui sont devant ne sont pas significatifs. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors vous pouvez continuer donc avec les autres valeurs f, g, h, i, j, n'est-ce pas, jusqu'à o. Donc selon toujours le même principe. Donc là, c'était facile parce que là, on revenait juste sur la définition de ce qu'on appelait chiffre significatif. N'est-ce pas? Alors, dans l'exercice 2, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne trois valeurs. A, petit a. Donc dans l'exercice 1, on nous donne, l'exercice 2, on nous donne A. Ensuite, on a ici B. Et puis, on a C. Alors là, on nous demande donc de représenter en notation flottante avec 8 chiffres significatifs. Donc maintenant, on connaît c'est quoi un chiffre significatif. Maintenant, on va essayer de représenter ces valeurs A, B et C là en notation flottante, mais en considérant 8 chiffres significatifs. Alors, donc on va faire pour A. Alors, pour A, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a ici la flottante qui est là, n'est-ce pas? Donc, puisque là, on a 23, 37, virgule, ainsi de suite, donc je vais l'écrire en fonction de, parce qu'on avait dit que c'était quoi, comment on va, en notation flottante, c'est quoi? Donc, en notation flottante, on avait dit que c'était juste les valeurs qui sont de la forme 0, virgule, n'est-ce pas, la mantis y1 jusqu'à y2, donc ici, on doit avoir jusqu'à y8, n'est-ce pas? La base et l'exposant, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on va... Donc, c'était ça la représentation en notation flottante qu'on a vu dans le cours. Alors, donc, puisque là, on a là, on va essayer de l'écrire donc sous cette forme-là, 0, avec la mantis. Maintenant, pour le moment, on ne va pas considérer les 8. On va d'abord écrire le cas général. Ensuite, on va tronquer à 8 chiffres. Donc, cette valeur-là, si je l'écris en puissance de 10, donc on aura 0, toute cette valeur-là, 10 puissance 4, parce qu'ici, on en a 4 ici, n'est-ce pas? Donc, à 10 puissance 4. Et donc, on a toutes ces valeurs-là, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui m'est demandé? On m'a dit à 8 chiffres significatifs. Alors, ici, pour avoir 8 chiffres significatifs, je vais compter, n'est-ce pas? Ensuite, je vais tronquer ou arrondir. Donc, on avait dit que pour avoir des chiffres, donc les flottantes, donc on avait deux choix. Soit on fait la troncature, soit on fait l'arrondi. Donc là également, c'est votre choix. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça s'arrête là. Voici les 8. N'est-ce pas? Alors ici, je fais l'option d'arrondi. Donc on a 0,23, 37, 12, 57. Ce qui vient après le 7, c'est 9. Donc j'arrondis et ça me donne 58. Et donc ici, on a la représentation en notation flottante en 8 chiffres significatifs de la valeur de A. C'est ça le résultat ici. Et c'est le même principe qui se répète pour B et pour C. Donc je vous laisse vérifier les valeurs pour B et pour C. Donc sachant que c'est le même principe ici que A. Donc toujours avec l'arrondi. Donc là je l'ai fait avec l'arrondi. Donc on avait dit qu'en général quelques ordinateurs, en général les ordinateurs utilisent l'arrondi pour faire la représentation en notation flottante. Donc tout ça a été déjà vu dans les explications du contenu du cours. Alors donc ça c'était la première question. Alors, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous avait dit? De calculer maintenant l'erreur. Donc, l'erreur, c'est la vraie valeur moins la valeur en notation flottante. Donc, si on prend maintenant l'erreur absolue, donc on prend la valeur absolue. Maintenant, l'erreur relative, on avait dit qu'on doit diviser par une valeur de référence. Maintenant, ici, la valeur de référence, on prend juste la vraie valeur. Donc, ça, c'est les définitions des erreurs qui sont dans le cours. Alors, donc ici, je calcule l'erreur absolue et l'erreur relative. Donc l'erreur absolue, je le note ici EA pour la valeur de A, pour la valeur de A. Donc à chaque fois, donc, je fais juste pour A et je vous laisse faire pour B et C parce que c'est les mêmes calculs. Alors EA, donc A, c'est la vraie valeur de A. Flottante de A, donc c'est la notation flottante. Alors, valeur absolue maintenant, A. Donc si je dis simplement erreur, on peut mettre A moins flottante de A ou bien flottante de A moins A. Ça dépendra. Maintenant, si je mets valeur absolue, c'est ce qu'on appelle l'erreur absolue. Donc, je calcule l'erreur de ça. N'est-ce pas? Là, cette différence-là. Alors, si je calcule cette différence, je trouve donc 0,75, 10 puissance moins 5. Voici l'erreur absolue pour A. Alors, pour l'erreur relative, on avait dit que c'était E.
n'est-ce pas, moins E étoile, n'est-ce pas, sur une valeur de référence. Parce que ici, c'est l'erreur absolue relative. Donc, je prends juste les valeurs absolues de tout ça. Donc, E moins E étoile sur R. Ici, le E, c'est A. E étoile, c'est flottante de A. Le R, la valeur de référence, j'avais dit que généralement, on prend toujours la vraie valeur. C'est A. Et donc, je fais ce calcul-là avec les valeurs absolues partout. Et je trouve donc l'erreur qui est égale à 3,20 puissance moins 9. Et vous voyez ici que les erreurs sont très très faibles. 3,20 puissance moins 9, c'est une valeur qui est très faible. 0,75 également 10 puissance moins 5 est également une valeur qui est très faible ici. Et donc, du coup, on a calculé ici les erreurs. Et donc, on a la même démarche pour les valeurs de B et de C. Et donc, ça, c'était la deuxième question. Maintenant, vous pouvez toujours faire pause et revenir sur les explications. Hein. Ça vous permettra de comprendre comment vous allez faire pour B et C. Maintenant, moi, pour mon enregistrement, je vais aller beaucoup plus vite. Et maintenant, pour votre compréhension, vous pouvez à chaque moment appuyer sur pause et revenir en arrière. Alors, maintenant, troisième question, on nous demande de comparer maintenant ces opérations-là. Donc, cette expression, puis cette expression. Ensuite, celle-ci avec celle-là. Donc là, c'est juste pour dire est-ce que l'addition est associative ou pas, maintenant en arithmétique flottante, avec les notations flottantes. Alors ici, si je calcule, maintenant là pour les calculs, je ne vais pas détailler trop parce que voilà, on connaît déjà les notations flottantes. Je reste toujours sur les mêmes types de chiffres significatifs. Donc 8 chiffres significatifs. Donc je fais les calculs toujours en arrondi. Maintenant ici, il faut bien faire attention à cette addition-là. Parce qu'on avait dit dans la définition que la flottante, donc l'addition flottante, c'est-à-dire A plus B, le tout flottante, c'est flottante de A plus, n'est-ce pas, flottante de B. Il faut bien faire attention. Et on prend maintenant la flottante, la notation flottante du résultat. Donc ici, regardez bien comment je l'écris, sans erreur. Donc d'abord, je commence par, donc parce que là, on peut l'écrire comme ça. Là, je vais juste faire, voilà, voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit là. Donc flottante de A, plus flottante de la deuxième expression. Et il ne faut jamais oublier cette partie-là, la flottante du résultat. Donc, je ne mets pas justement flottante, que je ne fais pas flottante de cette valeur-là, plus flottante de cette valeur-là. Ça ne suffit pas. Il faut ensuite prendre la flottante de tout le monde. Donc, de ça ensuite. N'est-ce pas? Donc, ici, il y a flottante. Et là également, il y a flottante. Donc, c'est ça un peu la particularité des opérations avec les flottantes. Donc, non seulement il faut faire l'addition simple, donc l'addition en arithmétique simple, l'arithmétique classique qu'on connaissait sur les deux valeurs, mais ensuite, on va prendre la notation flottante du résultat. Donc, maintenant, ça, c'était pour la première opération, c'est-à-dire l'opération qui est là. N'est-ce pas? Ensuite, il faut faire l'opération qui est ici à l'intérieur. Donc l'opération qui est à l'intérieur, voici son résultat. Et donc je donne la représentation de tout le monde. Flottante de A, je l'avais déjà calculé précédemment. Flottante de C également, je l'avais déjà calculé précédemment. Je fais tout le monde, je fais la somme. Ensuite, je prends flottante toujours 8 chiffres significatifs. Là également, je l'ai ici, je fais la somme. Si je fais la somme, je prends encore la représentation flottante de cette somme-là et je me retrouve avec cette valeur-là. Donc voici ici cette valeur. Et donc ici, c'est cette opération-là. Donc A plus parenthèse B plus C me donne ça. Et donc je fais la même chose pour l'autre opération qui m'est demandée. D'abord A plus B, puis plus C. Je le fais, je trouve cette valeur-là. N'est-ce pas? Donc là, c'est l'occasion de s'entraîner sur les arithmétiques flottantes, notamment sur l'addition flottante ici. Et donc, si je fais la somme, donc on voit bien ici que les deux sommes sont différentes, n'est-ce pas? Donc ici, on a A plus parenthèse B plus C est différent de A plus B, le tout plus C, ce qui veut dire ici que l'addition en arithmétique flottante n'est pas associative. Donc ici, l'addition n'est pas associative. N'est-ce pas? Donc l'addition en arithmétique flottante ici, donc, ou bien cet opérateur-là n'est pas associatif. Et donc, on peut faire le même raisonnement donc en combinant multiplication et addition pour montrer que la multiplication flottante n'est pas distributive par rapport
à l'addition flottante. Donc c'est un peu c'est pas un peu contraire, mais c'est totalement contraire à ce que vous connaissiez comme voilà comme propriété de l'arithmétique classique. Parce qu'on savait que, par exemple, si on fait A plus B plus C, donc ça, on savait bien que c'était égal à, c'est la même chose que de faire A plus B, n'est-ce pas, plus C. Et là, c'est totalement différent maintenant si on a ici en addition flottante. Donc, c'est différent. Donc, si on met les ronds là, ça veut dire que on est en addition flottante. Et donc là, on n'a plus les mêmes résultats. Alors, maintenant pour l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, là, on nous demande de faire comment dirais-je, la différence de ces deux-là. Donc là, on avait déjà fait un exemple sur ça sur le cours. Donc l'exemple de racine de 7001 moins racine de 7000 ou bien 6001 moins racine de 6000. Donc là, c'est la même chose. Maintenant, là, l'idée, c'était de voir un peu, parce que là, vous voyez, on fait la différence de deux nombres très proches. On avait dit que si on fait la différence de deux nombres très proches et qu'on n'utilise pas une méthode de calcul particulière, alors il y aura des chiffres significatifs qui seront perdus en faveur de 0. N'est-ce pas? Des valeurs non nulles seront perdues et on aura ici des zéros. Et c'est ce que l'on vérifie aisément ici. Donc pour dire que ici, normalement, cette opération-là conduit à ce qu'on appelle le phénomène de cancellation. Et donc pour éviter ce phénomène-là, en général, si vous additionnez ou bien si vous faites la différence de deux nombres très proches, donc il y a des chiffres significatifs qui sont perdus au profit de valeurs de zéro non significatifs. Dans ce cas, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une autre méthode de calcul. Donc ici, je n'ai pas fait l'autre méthode de calcul parce que moi, je voulais juste voir ici le phénomène de cancellation. Et donc l'autre méthode de calcul, c'était quoi? C'était de multiplier ici par l'expression conjuguée. Donc on l'avait vu la fois passée. Donc au lieu de faire la différence directement entre ces deux valeurs-là, c'est-à-dire flottante de ça, flottante de ça, donc là c'est très bien. C'est exactement ce qui était demandé. Maintenant, pour éviter ce genre de... Parce que là, on ne trouve pas... Parce que si on fait la différence de deux nombres très proches, normalement, on doit trouver quelque chose qui est très, 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 très proche de 0. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas, donc, on peut faire autrement ici, ce type d'opération. Et l'exemple a été fait donc dans le cours. Donc, ici, il suffit juste de le faire autrement en multipliant, par exemple, par, je sais pas, par, comment dirais-je, par l'expression conjuguée ici. N'est-ce pas? Donc là, on l'a fait avec racine de 7001 moins racine de 7000. Donc là également, c'est toujours la différence, donc la soustraction des valeurs en notation flottante qui apparaissent ici. Donc toujours flottante des deux. Ensuite, je prends flottante du résultat, ainsi de suite. Donc là, précédemment, on a fait l'addition. Donc là, c'est la soustraction. Et ici, maintenant, on a une combinaison de tous ces deux-là. Donc, c'est-à-dire, on a ici la soustraction. Ensuite, on a le quotient, c'est-à-dire la division. Donc ici, donc on a pi moins 3,1415 sur cette expression-là. Donc d'abord, si on le fait maintenant, parce que là on nous dit calculer avec 8 chiffres significatifs en arithmétique flottante, cette expression-là. Donc ici, quand je dis en arithmétique flottante, ça veut dire que cette différence-là, c'est avec un espace, c'est ça en fait. Donc il y a des ronds ici. Il faut bien faire attention. Et même les produits, tout. Donc ici, je fais d'abord ici le numérateur. Donc ici, il y a beaucoup de calculs qui sont derrière. Donc ici le numérateur, ensuite le dénominateur, et donc flottante du résultat. N'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier ça. Ensuite, après ça, le numérateur, je le fais. Donc c'est comme si je distribuais. Donc si je fais l'opération au numérateur, ça me donne ce que je mets en jaune là. Donc ça me donne ce résultat. N'est-ce pas? Alors si je fais l'opération au dénominateur, ça me donne cette valeur-là. Ainsi de suite. Donc vous allez le faire étape par étape. Donc normalement, à chaque étape, il faut calculer et passer à l'étape suivante. Mais moi ici, j'ai essayé de tout réécrire avant de faire les calculs. C'est la même chose. Seulement, il ne faut pas oublier des parenthèses. Si vous oubliez des parenthèses, vous êtes foutu. Donc parce que vous ferez des erreurs qui vont suivre jusqu'à la fin. Et donc ici, à la fin, je me retrouve avec cette valeur-là. N'est-ce pas? Donc tout ça, c'était le quotient.
Donc je prends maintenant le flottant, la notation flottante de toute cette valeur-là, et donc j'ai cette valeur-là. Donc vous voyez, une seule opération qui semble être très simple ici, donc suppose, donc nécessite toute cette démarche-là pour avoir le résultat. Donc ce n'est jamais aussi simple. Donc il faut bien faire attention à ce type de représentation-là. Alors, donc ça, c'était l'exercice 3. Alors, maintenant, pour l'exercice 4, donc là également, c'est très simple, hein, parce que voilà, là, c'est juste toujours avec les systèmes de résolution. Donc, à toujours comment on fait la résolution, en fait. Donc là, on nous donne ici l'équation du second degré ici à résoudre. Donc, vous savez comment on résout les équations du second degré, n'est-ce pas? Donc, il suffit juste de chercher delta et ensuite de regarder le signe de delta selon que delta est positif ou négatif. Et donc, vous avez les solutions. Soit deux solutions, soit pas de solution, soit une seule solution. Pas de solution, c'est dans R. Et si on est dans le cas plus général dans C, on avait des solutions qui sont de nombres complexes. Alors, donc là, en effectuant les calculs dans une arithmétique flottante à 5 chiffres significatifs maintenant. Alors, donc ici, on va utiliser les formules classiques de solution d'une équation du second degré. Donc ici, on a A égale à 1, B égale moins 160 et C égale à 1. N'est-ce pas? Alors, on calcule delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Et donc, on tire racine de delta. Et donc, la formule générale des deux solutions, c'est ça, avec delta positif. Donc, ça, c'est si delta est positif. N'est-ce pas? Alors, donc, si delta est positif, donc, on a ces deux solutions-là. Alors, si je calcule delta ici, donc, on aura cette valeur-là. Et donc, ici, racine de delta est égale à ça. Donc, maintenant, je vais prendre avec des virgules, n'est-ce pas? Voici racine de delta. Et donc, je vais l'écrire à 5 chiffres significatifs. Il ne faut pas oublier ça. Donc, j'écris racine de delta en notation flottante avec 5 chiffres significatifs. Donc, ici, si je le prends, donc ça me donne 10 puissance 3, donc avec 98. Donc, les 5 chiffres, c'est ça. 15, 99, 8. Maintenant, pour le 8, c'est 7 qui vient après. Donc, je l'arrondis, ça me donne 9. Et donc, voici la représentation en notation flottante de racine de delta. N'est-ce pas? Alors, maintenant, je calcule maintenant x1 et x2. Donc là, si je le calcule, donc là, j'ai pas mis ici, voilà, directement. Donc là, c'est directement x1 et x2. Donc, j'ai pas mis les notations aussi à 5 chiffres significatifs. Parce que là, si je calcule x1 et x2, donc voilà, voici ici les valeurs que je retrouve. Maintenant, parce que si on l'a fait exprès, regardez bien la valeur des racines de delta et de delta. Et de b par exemple. Parce qu'ici, normalement, on doit avoir moins b, moins racine de delta, ainsi de suite. Si vous regardez bien ici, la valeur de b et la valeur des racines comment de delta, c'est très 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 proche. N'est-ce pas? Maintenant, x1, on lui dit que c'est moins b plus racine de delta sur 2. Maintenant, x2, n'est-ce pas? Alors, donc là, il y a l'erreur de signe qu'on avait. Voilà, voilà. Donc là, c'est pour vous montrer une méthode, donc, pour ne pas faire également cette erreur de cancellation. Alors, donc, dans le calcul de la plus petite racine x2, une erreur de cancellation a été commise. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, parce qu'on fait la différence de deux nombres très proches. Alors, ici, comment on a fait pour faire la différence de deux nombres très proches? Donc, c'est ici, en fait. Donc, là, c'était, parce que moins b, c'est quoi? Moins b, c'est moins 160, n'est-ce pas? Plus moins b, donc moins racine de delta. Excusez-moi. Ok, moins b, donc moins 160 plus racine de delta, donc plus 1,159
donc virgule 98, 75. Maintenant là, je prends ici sa notation flottante. Hein. Donc ici c'est x1, n'est-ce pas? Alors ici, si on le fait, donc ça veut dire qu'ici on fait la différence entre deux nombres qui sont très proches, n'est-ce pas? Alors donc ici, en conservant la valeur de la plus fiable x1 et en utilisant la formule, donc on sait que la formule, donc le produit de deux racines donne toujours C sur A. Et donc ici on peut tirer donc la valeur pour x2. Donc ici, on a donc x1, x2 égale C sur A. Et donc si on a x1, on peut tirer donc x2, n'est-ce pas? Parce que si on a plutôt si on a x1, donc on aura juste donc que x1 est juste égal à C, n'est-ce pas? Sur x2 plutôt, c'est C sur, n'est-ce pas, x1a. Et donc on tire ici la valeur de x1 qui est beaucoup plus proche de la valeur exacte de x2. Donc vous voyez ici la valeur exacte de x2 et ça. Donc ici c'était les valeurs exactes en fait. Parce que ici si je prends les valeurs exactes, donc ici j'aurai moins b moins racine de delta sur 2a, donc c'était un demi en fait. B c'était moins 160, c'est ce qui m'a induit en erreur ici. Voilà, donc ici c'est ça, ensuite moins, donc ici c'est vrai, hein, c'est x2 ici. Donc ici c'est pas x1 mais c'est x2, donc c'est vrai. Parce que B n'est pas égal à 160, donc j'ai fait une erreur en explication. Ici B c'est moins 160, donc ici si je fais moins B, je me retrouve avec 160 moins, n'est-ce pas? Donc ici c'est x2, alors que ici j'aurai donc 160 plus, parce que ici ça donne presque le double en fait. 160 plus une valeur qui est très proche de 160 sur 2. Donc ici c'était pas flottante, donc ici c'est les vraies valeurs en fait. Donc x1 et x2. Parce que ici, si je fais la somme sur 2, je retrouve exactement environ égal à 160. Si je fais la différence, je retrouve avec ça. N'est-ce pas? Donc là, ce n'est pas les flottantes, mais c'est x1 et x2. Et donc ici, je fais cette opération-là pour trouver maintenant la valeur de x2. Donc on constate donc que l'algorithme précédent est instable. Donc on l'avait déjà expliqué, c'est la fin même du cours. C'est quoi l'algorithme? C'est quoi un algorithme instable? Donc si on change une petite variation, donc ça conduit à plutôt une modification des données conduit à une grande variation du résultat. Alors on constate ici que l'algorithme précédent est instable en raison de la formule donnant x1 qui risque donc de produire une erreur de cancellation. On modifie donc cet algorithme en remplaçant la formule de calcul de x1 par la formule x1 qui est donnée par ça. Donc par cette valeur-là. Donc, en addition, en arithmétique flottante, au lieu d'utiliser cet algorithme-là, c'est-à-dire cette valeur-là, je vais le mettre en bleu. Donc, au lieu d'utiliser ça, donc au lieu d'utiliser cet algorithme-là, c'est-à-dire x1 égale ça, x2 égale ça, on calcule juste l'une des opérations, donc la valeur la plus stable. Donc, l'une des opérations, c'est-à-dire l'opération qui consiste, c'est-à-dire que la racine qui consiste à ne pas faire la soustraction de deux nombres très proches. Au lieu d'utiliser ça, donc on va juste prendre une valeur, c'est-à-dire une des racines là, et l'autre racine, on va utiliser le produit des racines. Donc l'autre racine, on va utiliser ça. Donc comment maintenant on choisit l'une des racines d'abord dans le premier algorithme? Il faut juste prendre la racine qui ne consistera pas à faire la différence de deux nombres très proches. Entre x1 et x2, il y aura une des deux racines qui ne consistera pas à faire une différence de deux nombres très proches. On prend cette valeur et l'autre, on le calcule avec cette formule-là. Donc c'est comme ça qu'on le fait. Maintenant, s'il arrive qu'on a un delta n'est pas très proche dont la valeur absolue n'est pas très proche de la valeur absolue de B, donc dans ce cas, on n'aura pas à le faire. Maintenant là, c'est un cas très particulier parce que ici, delta est très proche de la valeur absolue de B. Parce que ici, delta, c'est 159,98. B, valeur absolue de B, c'est 160. Donc ici, les valeurs sont très proches. Alors, donc l'exercice suivant, c'est sur quoi encore? Ok, c'était sur la somme.
Donc là, on va le faire rapidement. Donc, calcul de somme à terme positif. Donc là, c'est juste donc dans l'ordre de sommation. On avait dit que n'oubliez pas qu'on fait des additions avec des notations flottantes, n'est-ce pas? Alors ici, si on a à calculer cette série-là, donc somme des AI avec AI positif. Maintenant, en arithmétique finie, donc on calcule cette somme en formant la somme, la suite plutôt des sommes partielles. C'est-à-dire, on calcule S1 qui sera flottante de AI. Donc en arithmétique flottante, n'est-ce pas? Flottante de A1. Ensuite, on va prendre A1 plus A2, on calcule ça. Ensuite, on va à S2 plus A3, on calcule S3, donc ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on le fait ici étape par étape. C'est ça en fait. Donc voici. Donc S1 égale flottante, n'est-ce pas? Ensuite, S2, c'est flottante du résultat précédent plus le terme suivant, donc toujours le terme suivant, n'est-ce pas? Et donc, dans le cas général, on a SK égale SK moins 1 plus AK. Donc ça, c'est les additions en arithmétique flottante. Donc c'est l'opération qui consiste à ne pas faire. Donc ici, il ne faut pas faire A1, n'est-ce pas? Plus A2 plus A3. Donc, et prendre le tout, n'est-ce pas? Donc, on ne le fait pas comme ça, mais on prend A1, on calcule sa représentation flottante. Ensuite, on va prendre ce résultat-là, donc qu'on a trouvé, qu'on a appelé ici S1. Et donc, pour calculer S2, on prend donc S1 plus maintenant A2. On calcule le tout. On a un résultat, n'est-ce pas, qui sera ici S2. Et donc, on part vers S3 jusqu'à calculer ici Sn. Donc, ça, c'est Sn. Et à la fin, on va trouver que Sn sera sensiblement égal à S, qui est la somme générale. Donc, c'est la somme de n termes positifs. La somme de n termes positifs. Et donc, c'est ce résultat-là qu'on va utiliser dans la suite. Donc là, je vous ai juste donné ici donc la technique, donc la méthode générale. Et donc, dans l'exercice ici, on vous donne des exemples. Donc, pour cette somme-là, on le calcule comme ça. Donc là, c'est un exemple. Donc ici, pour la somme maintenant, il faut voilà, aussi utiliser quelques techniques. Hein. Donc, il y a des sommes déjà remarquables qu'on connaît déjà. Donc ici, cette somme-là, c'est égal à ça. Donc, cette somme S2, qu'on a appelée ici S2, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, il ne faut pas que voilà, l'ordre dans lequel on somme les AI peut changer la valeur de la somme Sn, car l'arithmétique flottante n'est pas associative. Exercice 2. Donc, cette somme-là, on peut remarquer qu'on peut l'écrire sous cette forme-là. N'est-ce pas? Cette somme-là, on peut l'écrire sous cette forme. Il suffit juste de réécrire ça sous forme de série. Maintenant, voilà. Même si vous ne remarquez pas ça, donc ça ne pose aucun problème parce qu'on peut toujours calculer. Donc maintenant, cette somme en arithmétique flottante peut être calculée de deux façons différentes. N'est-ce pas? Donc là, on peut faire, soit on utilise ce terme-là, n'est-ce pas? Soit on commence en fait, parce que là, ça ne pose aucun problème. Hein? Parce que ici, dans la somme, je n'utilise pas ce que j'encercle ici. N'est-ce pas? Alors, donc pourquoi maintenant j'ai dit qu'on peut le calculer de deux façons différentes? C'est-à-dire qu'on peut commencer par le début, c'est-à-dire on peut commencer par A1, comme on peut commencer par AN. Donc ici, on commence ici au début pour faire la somme, n'est-ce pas? Alors que ici, on commence par la fin, n'est-ce pas? Parce que pour la somme, on peut commencer, par exemple, on peut dire que A1, donc on peut commencer par A1, ensuite on va jusqu'à AN, mais aussi on peut commencer par AN, et ensuite on va jusqu'à A1. Donc là, on aura deux sommes, donc on peut le calculer ici de deux façons différentes. Maintenant, en sachant toujours que l'addition ici n'est pas associative, donc l'ordre de sommation changera ici le résultat. Donc là, c'est l'algorithme donc, de la première somme. Donc je l'avais également, j'en avais un peu parlé, donc j'avais dit que l'idée, c'est toujours de programmer ces types de résultats-là. Donc là, on vous donne un algorithme donc, que vous pouvez mieux comprendre donc, dans votre cours d'algorithme que vous avez déjà fait ou bien que vous êtes en train de faire, donc vous avez normalement déjà fait. Donc là, c'est très facile donc, de programmer ce type de somme-là. Donc là, c'est pour la somme en commençant donc par le début, donc par le premier. Donc
allant de 1 à n, donc boucle ascendante, donc allant de 1 à n. Donc I allant de 1 à n ici, n'est-ce pas? De 1 à n. Donc on calcule S1, ensuite on rajoute, ainsi de suite. Maintenant, la deuxième somme, c'est en commençant par derrière. Donc ça va de n à 1. Maintenant, boucle descendante. Donc ici, on réduit par 1. On incrémente de 1, alors que ici, on incrémente de plus 1. Alors ici, on incrémente de moins 1, c'est-à-dire on décrémente ici. Donc ici, la somme va de n à 1. Donc de AN à A1. Alors que ici, ça va, donc pour le premier ici, ça va de A1 à AN. Et donc ici, si on le fait avec des exemples donc, du code qu'on a compilé, donc on a ici ces types de résultats-là. Donc les valeurs pour SN1 et les valeurs pour SN2. N'est-ce pas? Vous voyez qu'ici, les valeurs sont un peu différentes si le nombre est très grand. N'est-ce pas? Alors la valeur exacte maintenant, sans addition flottante, c'est ça. Et les valeurs en arithmétique flottante, ça donne ça. Donc ici pour 9, si n égale 9, c'est-à-dire si on a 9 termes, on a les mêmes valeurs. 99 termes aussi. 999 termes, on a les mêmes valeurs. 9999 termes, vous voyez, ça commence à changer ici. Vous voyez? Alors qu'ici, on a ça. Donc c'est le deuxième qui se rapproche mieux du résultat, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, j'ai juste donné quelques interprétations du résultat. Donc cet exercice-là, c'était très bon parce que c'est dans le cadre général. Donc j'ai commencé par vous donner une méthode de calcul de somme, deux méthodes. Si on commence par le premier terme ou bien on commence par le dernier terme. Et ensuite, à la fin, donc, je vous donne des résultats exacts avec des exemples de taille n. Et donc là, on a ici l'avant-dernier exercice donc, qui se ressemble un peu à l'exercice 7. C'est pour cela que je ne vais pas faire l'exercice 7. Je vais vous laisser faire ça. Donc ici, on considère le système d'équation linéaire qui est là. Donc, n'est-ce pas? Donc là, c'est très simple. Donc ici, on a un système d'équation linéaire qui est très simple à résoudre. Donc après résolution, on a ça. Donc Gx égale ça, Y égale ça. N'est-ce pas? Donc parce que système d'équation linéaire, là, c'est très facile. Il y a plusieurs manières de résoudre ce système-là. Soit là, vous tirez, je ne sais pas, vous faites la différence entre les deux. Ou bien vous multipliez ici par 2, par moins 2. N'est-ce pas? Ensuite, vous faites la somme. Vous tirez Y. Ensuite, vous remplacez Y par dans la première équation et vous tirez X. Donc, résolution de système d'équation, je vous laisse faire, c'est très simple. Donc, après résolution, donc, le résultat donne ça. N'est-ce pas? Maintenant, on va perturber un peu ce système-là. C'est-à-dire qu'on va changer un peu les données. Alors, on considère ici le système perturbé. C'est quoi le système perturbé? C'est-à-dire qu'on change cette donnée-là. Donc, ce que je vais mettre ici un peu en rouge. Donc, cette donnée-là, n'est-ce pas? On le change en cette donnée. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on élimine le 5 et on laisse comme ça. Alors, si on perturbe cette donnée-là, donc l'erreur commise donc dans la variation de ces résultats-là, c'est ça. Donc, voici l'erreur. N'est-ce pas? Donc là, on a fait une petite erreur. 2,5, 10 puissance moins 5, c'est une très petite erreur. Alors, si on fait cette résolution-là, de cette nouvelle équation, on retrouve ces valeurs-là. La résolution de cette équation, on a cette valeur-là. N'est-ce pas? Regardez maintenant la différence entre les deux résultats. Donc ici, le résultat en rouge, donc la différence entre ces deux résultats, je vais le mettre en évidence ici. Vous voyez? Je prends ça. Donc ici, voici la différence entre les deux résultats. Alors qu'on a juste changé le 1,9999, donc on à la place de 1,9999,5. Donc c'est 0,0005 qu'on a éliminé dans cette équation et on retrouve presque la moitié des valeurs qu'on avait trouvées là. Donc le résultat du système. Et là, on observe qu'une erreur relative d'environ 50% sur chacune des solutions. Donc le système ici est mal conditionné. C'est ce qu'on appelle un système qui est mal conditionné. Une petite variation des données entraîne une grande variation du résultat parce que 50% de variation, c'est très, très grand. Ici, Y, on avait 50 000 et là, on trouve Y égale 25 000 alors qu'on a fait cette très, très, très petite variation. Et c'est ce qu'on appelle ici un système qui est mal conditionné. Une petite variation des données entraîne une grande variation des résultats. Et donc, je vous laisse donc faire
l'exercice 7. Donc voilà pour vos exercices, et vous pouvez toujours revenir au niveau des forums de partage et puis vous proposer ce que vous avez fait et puis voilà, on en discute là-bas. Donc la prochaine séance sera sur l'explication de la séquence suivante du cours. Ensuite, je explique également le contenu des exercices du cours 2. Donc à bientôt pour la suite.